Salut, donc petite introduction avant de commencer cette vidéo puisqu'elle ne se base pas sur le même format que d'habitude. Dans XP, je vais revenir sur des grandes expérimentations qui ont contribué ou qui ont questionné les sciences sociales. Donc on va revenir sur ces expérimentations-là ensemble en essayant d'y porter un œil critique et éventuellement de voir ce qu'elles ont pu apporter aux sciences sociales. Donc sans plus de blabla, on s'y colle tout de suite pour ce premier épisode. En 1971, le professeur Philippe Zimbardo, qui est spécialiste du comportement et de la psychologie sociale, décide de lancer une expérimentation d'un genre tout particulier. Le but annoncé de cette expérimentation est de mettre en lumière le fait que les individus tendent à adopter l'attitude ou les comportements qui sont liés au rôle qu'on va leur donner dans un contexte donné. Pour cela, il lance une annonce dans le journal proposant 15 $ par jour aux volontaires sur une période totale de 2 semaines. Donc il y a 70 jeunes hommes adultes qui vont se proposer pour cette expérimentation-là, et sur ces 70 personnes, après des tests physiques et psychologiques, il n'en restera plus que 24. En soi, la définition de l'expérimentation est assez simple. Ces 24 personnes vont être divisées en deux groupes. D'un côté les prisonniers et de l'autre les gardiens. Les deux groupes sont mis en situation dans le sous-sol du bâtiment de psychologie de Stanford qui a été aménagé pour l'occasion. On y a mis notamment des portes fermant à clé ainsi que des barreaux sur les fenêtres afin de simuler un petit centre pénitentiaire dans ce sous-sol. On donne aux gardiens un uniforme kaki, une matraque ainsi qu'une paire de lunettes réfléchissantes. Le but étant ici de dépersonnaliser l'autorité. Les prisonniers portent une longue blouse blanche sans sous-vêtements ainsi que des sandales en plastique. Un banylon est placé sur leur tête afin de simuler un crâne rasé. Le but de ces dispositions et de cet accoutrement, c'est de mettre les prisonniers dans un environnement inhabituel et inconfortable. On va également mettre un numéro au dos de leur blouse blanche et une chaîne sera attachée à leur cheville. Le but est encore une fois de les oppresser et de les désindividualiser. Durant toute la durée de l'expérimentation, les gardes vont se relayer dans ce sous-sol selon des horaires qui sont prédéfinis. Les prisonniers sont quant à eux censés rester enfermés dans ce sous-sol pendant toute la durée de l'expérimentation. Une séance de briefing eut lieu la veille de l'expérimentation pour les gardes avec comme seule indication le fait qu'ils n'avaient pas le droit d'exercer des violences physiques sur les prisonniers. On leur précisa cependant que le contrôle et le bon fonctionnement de la prison étaient de leur responsabilité. Il est à noter que dans ce scénario, le professeur Philippe Zimbardo, donc qui est à l'origine de l'expérience, sera considéré comme le directeur de la prison et ses doctorants comme ses assistants. Le but étant ici de contrôler l'expérimentation et de pouvoir garder un œil sur ses évolutions. Si Zimbardo avait indiqué aux prisonniers qu'ils devaient attendre chez eux le début de l'expérimentation, ils furent en fait arrêtés par la police, menottés et amenés jusqu'au sous-sol du bâtiment de psychologie de Stanford. À leur arrivée, ils furent entièrement fouillés, fichés, désinfectés, puis numérotés. Si le premier jour de l'expérimentation se passe à 100 heures, les problèmes commencèrent à partir du second. En effet, à partir du second jour, une émeute a apparu parmi les prisonniers. À ce moment-là, les gardiens se portèrent volontaires, alors qu'ils n'étaient absolument pas obligés, pour faire des heures supplémentaires afin de saper la révolte. Certains même prirent des extincteurs pour asperger les prisonniers qui ne voulaient pas obéir à leurs ordres. C'est à ce moment-là que les choses vont commencer à partir complètement en live. La prison déjà devint assez rapidement insalubre, et rien que le fait de se laver devint un privilège que les gardes refusaient fréquemment. Puis fut décidé par les gardiens de créer une bonne cellule et une mauvaise cellule, le but étant alors de diviser les prisonniers et également de créer une atmosphère de suspicion entre eux. Le comptage des prisonniers qui avait été mis en place par les gardiens va devenir un exercice très pénible pour les prisonniers, avec notamment des exercices physiques forcés ainsi que des humiliations pendant plusieurs heures. Les matelas vont être retirés de la mauvaise cellule, ce qui fait que les prisonniers qui étaient dans cette cellule-là vont dormir nus directement sur le sol pendant plusieurs nuits. Les prisonniers furent fréquemment privés de nourriture et on les obligea même à endurer une nudité forcée, voire des actes d'humiliation sexuelle. Au bout de plusieurs jours, certains prisonniers vont commencer à montrer des signes de dérangement émotionnel aigu. 2 d'entre eux souffrent de troubles si importants qu'ils furent écartés de l'expérimentation et 2 cobayes vinrent les remplacer à ce moment-là. Le 6e jour, Christina Maslach, qui était une ancienne étudiante de Philippe Zimbardo, va arriver dans la prison afin de mener des interviews. En constatant l'état de la prison et surtout l'état psychologique des détenus, elle va inciter Philippe Zimbardo à arrêter complètement l'expérimentation. C'est donc à partir de ce 6e jour sur les 2 semaines prévues que Philippe Zimbardo va mettre fin à l'expérimentation. L'expérience de Stanford prit donc fin le 20 août 1971. Ces résultats permirent de démontrer l'impressionnabilité et l'obéissance des individus en présence d'un support social et institutionnel fort. Il confirme de fait que placés dans de certaines situations avec des rôles bien particuliers, le comportement des individus tend à muter en fonction de ce qu'on en attend d'eux. En cela, la conclusion est assez glaçante, c'est-à-dire que les individus ont arrêté de faire la différence entre leur personnalité, leurs individualités, et
le rôle qui leur a été attendu et qui leur a été attribué. C'est ce que Zimbardo surnomme l'effet Lucifer. L'expérience va projeter Zimbardo sur la scène internationale et elle va faire de lui une référence et une autorité sur la thématique de la psychologie sociale. Ses travaux ont sans conteste influencé des générations de chercheurs, travaillant notamment sur les théories du comportement ainsi que de l'influence. Sauf que l'expérimentation est bidon pour plusieurs raisons. Zimbardo a truqué son expérimentation afin de confirmer ses suppositions et non afin de les remettre en question, ce qui est la base du travail scientifique. En premier lieu, il est faux de dire qu'aucune indication formelle n'a été donnée aux gardiens. Au contraire, l'équipe de Zimbardo a fourni aux gardiens toute une palette d'actions possibles afin d'oppresser et de garder sous contrôle les prisonniers. Une compilation de méthodes d'influence qui ont été tirées des travaux en psychologie sociale qui ont été menés jusque-là et qui ont permis aux gardiens d'asseoir leur autorité en affaiblissant émotionnellement les détenus. De plus, durant l'expérimentation, le docteur Zimbardo va souvent outrepasser son statut de régulateur et d'observateur pour intervenir et donner des conseils aux gardiens afin d'oppresser et d'affaiblir encore plus les prisonniers. De plus, les conclusions que va tirer Zimbardo de son expérimentation vont complètement mettre de côté une problématique majeure, un problème lié à ce qu'on appelle les exigences de la situation expérimentale. En somme, il est apparu qu'une grande majorité des participants avaient conscience des résultats attendus par l'expérimentation. Ainsi, la plupart des étudiants présents dans ce sous-sol savaient ce que cherchait Zimbardo, à savoir que les individus tendent à se conformer au rôle qui leur est donné. Du coup, on peut se demander quelle partie des comportements est engendrée par la situation d'incarcération et quelle partie des comportements est influencée par l'expérimentation et ses suppositions. À partir du moment où on ne peut pas faire la différence entre ces deux effets-là, alors l'expérience ne peut être valide. Enfin, selon Zimbardo, cette expérimentation, c'est la preuve que tout à chacun est capable d'agir ainsi dans cette situation donnée. Aussi, il implique que tous les individus auraient réagi de la même façon à son expérimentation, peu importe leur origine, leur milieu, leur sexe ou leur âge. Or, deux constats s'opposent à cette vision. En premier lieu, tous les individus placés dans l'expérimentation sont de jeunes hommes blancs, placés pour la plupart dans l'expérimentation par leurs professeurs. Or, on se doute déjà de l'ampleur des biais qui sont amenés par la position d'autorité scientifique et d'autorité institutionnelle qu'ont les professeurs sur leurs étudiants. Outre cela, Zimbardo affirme que les individus se conforment de façon plus ou moins homogène au rôle qui leur est attribué, ignorant de fait, toutes les divergences qui vont exister pendant ces 6 jours d'expérimentation entre les différents individus. C'est un élément important qui va être complètement négligé par Zimbardo lors de l'écriture de ses conclusions et qui va de fait fausser l'interprétation de l'expérimentation. Du coup, ça donne une interprétation assez erronée de l'expérimentation, à savoir que tout individu, en ignorant ses caractères propres, est capable de se conformer à ce qu'on attend de lui à partir du moment où ça lui est ordonné par une institution ou une idéologie qu'il conçoit comme légitime. Ces critiques méthodologiques ont largement été exploitées dans le livre Histoire d'un mensonge de Thibault Le Texier. Dans ce livre, l'auteur tend à souligner que Zimbardo est peut-être bien plus un idéologue qu'un scientifique. L'expérience de Zimbardo n'arrive pas dans n'importe quel contexte. C'est dans un contexte de remise en question de la guerre du Vietnam et donc de remise en question de l'ordre étatique. Dans ce contexte, Zimbardo va chercher à marquer les esprits, soutenant ainsi que l'ordre étatique est capable de conformer les individus pour les rendre capables du pire dans des situations données. Cette vision, il aura notamment l'occasion de la soutenir peu après l'expérimentation avec des émeutes qui auront lieu notamment dans les prisons de San Quentin et d'Attica. Il reviendra sur le devant de la scène avec le scandale de la prison d'Abu Ghraib en 2004. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire-là et notamment des clichés qui sont remontés au sein des médias. C'était juste des choses affreuses menées par les gardes américains de la prison d'Abu Ghraib sur les prisonniers. On parle d'actes de sévices physiques, de sévices psychologiques et autres choses affreuses qui ont eu lieu dans ce cadre-là. À cette occasion, de nombreux parallèles furent tissés entre ce qui s'est passé à Abu Ghraib et les résultats de l'expérience de Zimbardo. En somme, l'expérience, malgré qu'elle ait eu pas mal de critiques méthodologiques comme je viens de le faire, elle fait encore largement autorité au sein du monde scientifique. Elle est utilisée notamment dans le monde de la recherche mais également dans le monde militant pour souligner l'effet de l'ordre social et de l'autorité sur le comportement des individus. Mais alors l'expérimentation pose une question. Est-ce qu'on peut utiliser la science pour faire passer un message ou pour exposer une idée? Dans un premier temps, on serait tenté de dire, en fait, pourquoi pas, dans la mesure où effectivement il y a eu des vrais abus dans les prisons, à Abu Ghraib et dans d'autres, et effectivement, encore aujourd'hui, beaucoup de prisonniers sont soumis à des traitements parfaitement inhumains. Mais en fait non, c'est pas une bonne chose du tout. En premier lieu, c'est pas éthique et surtout c'est très dangereux. Car si on instrumentalise la science, alors elle perd sa force principale qui est son impartialité. C'est cela qui la distingue des autres écrits, c'est une remise en question perpétuelle de ce qui est su. Donc même si c'est fait avec la meilleure intention, cette invasion de l'idéologie dans la science ne peut
provoquer que plus de relativisme dans ce qui est transmis. Voilà pourquoi une expérimentation ne doit pas être acceptée parce qu'elle est séduisante, mais bien parce qu'elle prouve des choses à l'aide d'une méthodologie rigoureuse et transparente, ce que Zimbardo ne parvient pas à faire avec cette expérimentation.